Pour les plus férus de SF, je ne vais rien vous apprendre. Pour les autres, laissez-moi vous présenter Philip K. Dick. Et même si je sais qu'il n'y a qu'en France qu'on l'appelle K. Dick et pas Dick tout court, je refuse de l'appeler Monsieur Beat. Philip Dick est né en 1928. Il ne sera pas seul puisqu'il aura une sœur jumelle, Jane Charlotte, qui aura malgré elle un grand impact dans la vie de son frère. Ils sont le fruit d'Edgar Dick et Dorothy Kindred, tous deux immigrés irlandais vivant dans une petite ferme de Pennsylvanie. Edgar étant à la fois cadet d'une fratrie de 14 enfants et un produit de son époque, né en 1900, il est souvent décrit par son fils comme exigeant et sévère, en plus d'avoir rejoint le corps des Marines dans l'infanterie en 1917, à l'âge de 17 ans, un enfant de la guerre donc. Il rencontre Dorothy et l'épouse en 1920. 7 ans plus tard, Edgar est diplômé et embauché comme conseiller scientifique dans une ferme expérimentale pour le gouvernement, devenant fonctionnaire fédéral pour le ministère de l'Agriculture, ce qui ne manquera pas d'inspirer son fils à venir. Dorothy, elle, a grandi avec l'avarice anxiogène de son père, obligeant sa femme et ses enfants à subvenir aux besoins financiers du foyer, particulièrement lorsqu'il disparaissait pendant des mois. Un mec sympa en somme. À 17 ans, elle attrape la typhoïde et la maladie de Bright, ce qui affectera sa santé à vie. Elle aspirera donc à une vie d'érudite, privilégiant l'intellect et la culture à toute autre activité physique. Science, lecture, musique, art, elle devient d'une grande curiosité, en plus d'être une avant-gardiste dans certains domaines. C'est le 17 décembre 1928 que Dorothy mit au monde ses 2 enfants, Jane Charlotte et Philip, 1 mois avant son terme. À cause de ses problèmes de santé chroniques, Dorothy peine à nourrir ses 2 enfants. Elle ne produit pas assez de lait et malgré toutes les solutions mises à leur disposition, rien ne suffira. À leur 3e semaine de vie, les enfants sont hospitalisés pour malnutrition. Jane Charlotte ne sortira jamais de l'hôpital, la fin lui étant fatale. Philip, étant presque tout aussi faible, parvient tout de même à reprendre des forces, à la surprise de tout le corps médical. Quelques années plus tard, alors que le couple ne s'est pas remis de sa perte, ils divorceront et Edgar disparaîtra de la vie de sa famille. Philip a alors 5 ans. Dès ses premières années de vie, Philip est un enfant étrange, qui s'avère brillant dans divers arts. Solitaire, souvent malade et accumulant les phobies au fil du temps, il développe des facilités en lecture, en musicologie et même en écriture pour un enfant de son âge. Anorexique à 6 ans, disant alors qu'il mourrait de faim comme sa sœur, en arrivant à l'école, il se découvre une agoraphobie prononcée qui ne partira jamais. À l'approche de ses 10 ans, il développe de l'asthme, de l'eczéma, de la tachycardie, des crises répétées d'anxiété, une prise de poids. En parallèle, il n'a aucune difficulté scolaire, bien qu'il rate souvent les cours. Vers ses 12 ans, il constate une certaine virtuosité, avec une mémoire auditive impressionnante et un amour pour la musique classique. Durant sa préadolescence, il lit pour la première fois des auteurs marquants de la littérature. Tolkien, Frank Baum, Alan Poe, Lovecraft, ces 2 derniers à travers des pulp magazines qu'il s'achète et qui sont retranscrits en comics, mais aussi l'Astounding et Unknown, 2 revues de l'auteur John Campbell qui a inspiré d'autres auteurs de SFFF comme Ursula Le Guin ou Michael Moorcock, que vous connaissez sûrement si vous déglinguez de la littérature de l'imaginaire régulièrement. Ses premières expériences d'écriture se feront d'abord à 10 ans avec l'écriture de son propre journal, le Daily Dick, puis une tentative de suite au roman de Jonathan Swift, Le Voyage de Gulliver, qui sera un échec assumé qu'il qualifiera plus tard de ô combien pathétique. Pourtant, cette expérience marque la naissance de l'auteur. Durant son enfance, il développera une relation à la fois forte et instable avec sa mère. Ils sont tout autant fusionnels que distants par leurs différences de caractère, souvent incapables de communiquer ou même de se comprendre, et ce lien tiendra durant toute leur vie. D'ailleurs, Philippe reprochait la mort de sa sœur et le départ de son père à sa mère, la tenant responsable de toutes ses souffrances émotionnelles. Ben ouais, imagine que ton mal-être vienne de quelqu'un d'autre que de ta mère. Genre, ton père qui t'a abandonné ou la société qui ostracise la moindre forme de diversité. Ah bah ce serait fou! 1943, Philippe a 15 ans. Il obtient son premier travail avec un contrat à mi-temps à University Radio, un magasin à la fois disquaire et réparateur-vendeur de postes de radio. Au début, il ne fait que des tâches mineures. Très vite, il s'y trouve une vraie place, au point d'y faire carrière pendant pas loin de 10 ans. C'est énorme. Le responsable du magasin, Herb Hollis, deviendra un mentor important dans la vie de Philippe, jusqu'à devenir même une figure paternelle. Il sera source d'inspiration pour nombreux des personnages de Philippe dans sa fiction.
Une fois la majorité atteinte et après avoir avorté sa dernière année de lycée sans pour autant avoir échoué, Philippe quitte le foyer de sa mère pour prendre son indépendance et après avoir suivi une thérapie. Il vit dans une maison communautaire où il découvre de nouveaux auteurs, un nouvel enrichissement littéraire. C'est aussi la période où il commence à se poser des questions sur son orientation sexuelle et où il fréquente la communauté LGBT+, au grand effroi de sa mère. T'imagines, il est gay. Ah, ça va détruire sa vie artistique. Terrible. Voyant le magasin où il travaille s'agrandir jusqu'à accueillir un nouveau présentateur radio, Philippe voit ses fréquentations et sa culture musicale grandir, jusqu'à même participer à un rassemblement communiste. Il devient plus tolérant envers lui-même, il ira même s'inscrire à l'université. Malheureusement, il ne tiendra pas plus d'un semestre à cause de son agoraphobie. Bon, si c'était pas clair, Philippe c'est un peu un gros loser socialement parlant. 1948. Philippe a 19 ans quand il rencontre Jeannette Marlin qui a 26 ans et l'épousera en mai de la même année. Cependant, cette union durera moins d'1 an. Il retente l'université, s'inscrit en philosophie et découvre des auteurs comme Jung ou Goethe. Il sera obligé d'abandonner à nouveau pour les mêmes raisons que la première fois au bout de quelques semaines. Quand ça veut pas, hein. En 1950, la chasse aux communistes est ouverte aux USA avec le début du macartisme, ce qui imprégnera cette époque de peur et de paranoïa. K. Dick, de son côté, se remarie avec Cléo Apostolides. On va juste l'appeler Cléo. Elle a 18 ans, lui en a 22. Ce sera important plus tard, vous inquiétez pas. Il se sent bien, il se sent heureux, il se laisse porter par la vie. Sûrement la période la plus paisible de son existence. 1951, K. Dick a 23 ans. Avec Cléo, ils doivent affronter des difficultés financières et il enchaîne les échecs de publication. Par chance, leur voisin, Anthony Boucher, est l'une des personnalités les plus respectées du milieu de la littérature de l'imaginaire et particulièrement de la SF. Il donne des cours tous les jeudis soirs, apportant son esprit critique à des manuscrits qu'on lui soumettait. À la fin de cette année, Philippe perdit son emploi au University Radio où les conflits s'accumulent. Il ira travailler dans une boutique concurrente où il s'y sentira bien moins épanoui. Il démissionnera très vite. Entre son agoraphobie qui s'amplifie, une claustrophobie qui débute et ses troubles alimentaires qui sont plus violents que jamais, il décide de ne plus sortir de chez lui pour se vouer corps et âme à l'écriture. Il écrit jour et nuit, sans aucune discipline et suivant l'inspiration de façon anarchique, pour écrire sa première nouvelle éditée et sa première nouvelle vendue. L'heure du boob en 1952 et Rogue en 1953. Il se trouve un agent littéraire suite à cela à la Meredith Literary Agency, qui s'occupera de refourguer ses œuvres à des éditeurs. Malheureusement, ce n'est pas si simple. La plupart de ses manuscrits, autres que du domaine de la SF, sont refusés, généralement de courtes nouvelles sans grand impact dans le monde de la littérature. Donc voilà, ça démarre pas super bien pour lui. Mais il n'est pas le premier, beaucoup d'auteurs ont connu le succès après leurs 30 ou 40 ans. « 1954, K. Dick décide de s'attaquer à des manuscrits plus longs. Il se lance donc comme romancier et commencera avec Loterie solaire qui sera publié l'année suivante et tiré à 150 000 exemplaires. Puis en 3 ans, il écrira 4 romans. 3 ans. Les amphétamines aidant, puisque pour booster sa productivité, il décidera de prendre toutes sortes de médicaments. Certains prescrits à la base, puis en prenant d'autres à outrance. La drogue. Quelle merveilleuse invention. En voyant ses romans de SF se vendre, même pour 750 $ au lieu de 4000 $ dans d'autres maisons d'édition, il se dit que ça y est, il peut vivre de sa plume, mais doit créer plus en contrepartie. Trop vénère du cul le mec. En 2 semaines, il écrit son roman L'œil dans le ciel en 1957. Oui, je répète pour ceux qui sont au fond de la classe, 2 semaines pour écrire un roman! 2 semaines! Où il explorera pour la première fois une de ses thématiques phares, qu'est-ce que le réel? Après ce dernier roman de SF, il décide d'abandonner son genre de prédilection pour se lancer dans la littérature blanche. Durant les 6 années qui suivent, il écrit 8 romans, aucun ne sera publié. Ouais, 6 ans pour comprendre que ça sert à rien. Fallait peut-être ralentir sur les en fait. Publier un roman de littérature générale, tel était son vœu le plus cher.
Pas forcément un texte de science-fiction, il n'y comptait pas trop. Ça aurait vraiment été un cadeau des dieux. Et il savait très bien que ces romans sérieux non encore publiés n'étaient pas du tout dans la veine populaire, et qu'ils ne rentreraient d'ailleurs dans aucune catégorie bien définie. Durant cette période, Kedick et Cléo reçoivent régulièrement chez eux la visite du FBI, les accusant d'être des sympathisants communistes. Ces événements à répétition créeront chez lui une paranoïa aussi intense qu'irrémédiable, pensant qu'il était activement surveillé et plus tard que le FBI voulait attenter à sa vie. Carrément, ça déconne pas. Pourquoi le FBI voudrait le tuer déjà ? 1958. Kedick et Cléo quittent Berkeley, où ils vivent pour aller dans une bourgade au nord de San Francisco. Kedick y fait la rencontre de Anne Williams Rubinstein, fraîchement veuve et vivant désormais seule avec ses 3 filles. Au début, Anne et le couple Dick ne sont qu'amis. Mais Cléo, qui passait 3 jours par semaine loin de la maison, et Philippe, qui ne sortait jamais de chez lui à part pour rendre visite à Anne, sa voisine, il se rapprocha petit à petit d'elle. Il n'aura fallu que 2 semaines à Kedick pour avouer ses sentiments à Anne, devenant ainsi son amant. Le mec met autant de temps pour écrire un bouquin et pour tomber amoureux. C'est pas bon signe pour l'avenir de sa vie sentimentale, ça. Quelques mois plus tard, il rompt avec Cléo. Leur rupture est très violente sur le coup, mais plus tard, ils redeviendront amis. Kedick s'intègre parfaitement dans la famille. Les filles d'Anne l'appellent papa. Ils se marient le 1er avril 1959, moins d'1 an après leur rencontre. L'année suivante vient au monde Laura Archer Dick. Notons par ailleurs que Philippe aurait été imbuvable et égoïste tout au long de la grossesse. Oh tiens, un gros mascu de merde! Comme c'est étonnant! Très vite, la vie prend un tournant compliqué. Kedick développe de nouveaux symptômes physiques et les disputes conjugales deviennent virulentes. Anne propose alors un week-end à Disneyland pour calmer les tensions. Le parc aura un impact fort sur Kedick, qui y retournera régulièrement, jusqu'à adhérer à un abonnement annuel à la fin des années 70. Sa vie de couple vit des hauts et des bas, et particulièrement avec la grossesse d'Anne en 1960, à laquelle elle mettra un terme contre l'avis de son mari, le marquant si fort qu'il écrira 14 ans plus tard une nouvelle anti-avortement, Les pré-personnes. Je vous rassure, il regrettera cette prise de position qu'il jugera d'excessive plus tard. 1961. Anne ouvre une boutique de bijoux fait maison et Kedick le supporte difficilement, ce qui fait souffrir sa relation. Au départ, plutôt investi dans cette nouvelle entreprise, il devient très vite collant, étouffant selon Anne. Et selon lui, elle le freinait dans son développement artistique. Anne serait incapable de le comprendre. Cette période signe le début de la fin de son mariage. Kedick se sentant d'abord financièrement émasculé par Anne et étant vexé de n'être que le 2e mari, comme second choix. Gros con! Nique ta grosse race! Très vite, la paranoïa reprendra le dessus puisqu'il sera persuadé qu'elle essaiera de le tuer à plusieurs reprises. Oui! C'est tout à fait logique. Ah. Donc, il se plaint, change de discours sur elle, se drogue de plus en plus, part vivre dans un cabanon, puis chez sa mère. Non, je ne cherche plus la logique. Il ira même la faire interner après avoir manipulé leur psychiatre. C'est quel niveau de masculinité toxique, ça? Très élevé. Extrêmement élevé. Il décidera de s'isoler loin de sa femme, ce qui lui permettra, selon ses dires, d'écrire son premier vrai roman à succès, Le Maître du Haut Château. Bien qu'au moment de sa publication, le livre ne soit pas victime d'un immense succès, une série d'événements lui permettront, en 1963, de gagner le prix Hugo. Il réalise aussi qu'il n'arrivera jamais à percer avec autre chose que de la SF. Il embrassera alors son genre de prédilection. De 1963 à 1964, il écrira 11 romans, quelques nouvelles et commence même la structure de plusieurs futurs récits. Bordel! Et c'est aussi en 1964 qu'il divorce avec Anne, mettant fin à son 3e mariage, quittant sa famille sans payer de pension alimentaire. Qu'est-ce que je vous disais? Mascu toxique! Commence à être nombreux quand même, hein.
En 1966, Kedick épouse Nancy Hackett, la fille de la secrétaire d'un évêque, alors qu'elle est enceinte. Elle a 23 ans et lui 28. Et notez bien parce qu'il va les prendre de plus en plus jeunes. La même année, après 2 ans sans pouvoir écrire à cause d'un accident de voiture qui a blessé son bras, il se remet à sa machine à écrire. En parallèle, l'agoraphobie et les troubles alimentaires qui s'étaient calmés durant son mariage avec Anne reprennent de plus belle. Mais ça ne l'empêche pas d'écrire une de ses œuvres cultes, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, que nous connaissons tous pour son adaptation au cinéma. Mais si, vous connaissez. Vous connaissez forcément au moins le titre. Bon, je vous donne un indice. 6 replicants. I need the old Blade Runner. Blade Runner. Bien qu'il ne fut publié qu'en 1968. En France, on a une maison d'édition spécialisée dans la littérature de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique, qui s'appelle Les Moutons électriques, et qui est une référence directe au titre originel de ce bouquin. Oui, mais j'ai rien d'autre à dire, moi, c'est tout, c'est la fin de l'anecdote, on peut pas faire moins d'1 minute ? Bah, c'est complètement con comme concept. On peut pas dire l'instant anecdote ? Non ? Et pour ceux qui se posent la question, ouais, je pense qu'on en parlera un jour de cette adaptation. Mais pas tout de suite, j'ai pas encore le niveau pour m'y attaquer honnêtement. Il a aussi écrit cette année-là Ubik, considéré par beaucoup comme étant son œuvre phare. Comme pour la venue au monde de sa première fille, Kedick peine à être à la hauteur lorsque Isolde Freya naît en mars 1967. Et en voyant que Nancy est une jeune femme relativement indépendante et inconditionnellement présente pour sa fille, normal j'ai envie de dire, eh bien Philippe se sent à nouveau rejeté. Dans cette période, le couple subit un redressement fiscal, Philippe voit sa voiture être saisie et sa peur du gouvernement reprend du poil de la bête. Mais cette fois, il ne craint plus d'être épié, mais bien d'être puni. Il prend toujours plus de drogue pour galvaniser sa créativité, écrasé par un complexe d'infériorité qui attaque maintenant son œuvre. Il ne se sent pas à la hauteur de ses pairs. « 1969, Philippe n'écrit pratiquement plus. En plus de tout le reste, il est rongé par la dépression, tout comme sa femme Nancy qui a récemment vu sa mère se suicider et son père mourir de vieillesse. C'en est trop pour elle lorsqu'après une énième prise d'amphétamine et d'antidépresseurs, Kedick finit aux urgences avec une pancréatite et une insuffisance rénale. Il lui faudra des mois de soins pour s'en remettre. Ayant déjà testé le LSD pour l'art, il tente en 1970 la mescaline, lui créant des hallucinations puissantes et inspirantes, lui permettant d'écrire « Couler mes larmes », dit le policier. Durant l'été de la même année, l'état financier du couple devient compliqué. Philippe fait donc une demande d'aide sociale, une grande humiliation, lui qui a toujours voulu vivre de son art et subvenir lui-même aux besoins de sa famille. Et l'histoire se répète encore. Il reprend l'écriture intensive à partir de là, prenant une méthodologie flaubienne plus que méticuleuse. Nancy ne peut plus vivre dans ces conditions. Elle quitte son mariage en emmenant leur fille avec elle. Je vous rassure, cette fois il va payer la pension alimentaire. Enfin, quand il en aura les moyens. Kedick, ne supportant pas la solitude, débutera un plongeon dont il ne se remettra jamais vraiment. Celui vers le désespoir et la folie. Il invite d'abord un couple d'amis à venir vivre avec lui. Avec eux viennent des junkies, des dealers, des inconnus. Sa demeure devient un squat de drogués dont il fait partie. Joie! Enchaînant une centaine d'heures de nuit blanche, puis plusieurs dizaines d'autres à dormir, ne tenant le rythme que grâce au speed, accumulant les relations sans lendemain avec des femmes dont il croit tomber amoureux, jusqu'à ne plus écrire du tout. Toutes ses névroses, les psychoses, son agoraphobie, sa paranoïa, son anxiété généralisée, ses crises d'angoisse, tout revient. Et les drogues ne font qu'amplifier le tout. Il se met à surveiller son jardin de la police, du FBI, de la CIA, du KGB, des communistes, des nazis! Et puisqu'il ne gagne plus d'argent, il fait des emprunts partout où c'est possible, ne faisant qu'augmenter sa dette. Mais le plongeon est fait, et il est difficile, voire impossible, de remonter à la surface. Printemps 1971, Kedick ne sait plus quoi faire et décide d'aller demander de l'aide en hôpital psychiatrique. Mais il ne se fera pas interner, seulement évalué. Bonne idée les docteurs. Malgré ses antécédents médicaux, sa santé étant connue comme fragile et les drogues ayant maltraité son corps pendant des années,
il est étonnamment plutôt en bonne santé physique. C'est la santé mentale qui est plus inquiétante. 3 diagnostics sont posés par 3 médecins différents. Une forme de schizophrénie, une paranoïa avancée ou un simulateur maladif. 3 mois plus tard, il retournera à l'hôpital psychiatrique demandant à être pris en charge. Cette fois-ci, les médecins sont persuadés qu'il est hypocondriaque. De plus en plus paranoïaque, oui, c'est possible, il appelle régulièrement la police pour effraction et vol. Rien d'étonnant puisque la maison était remplie de junkies à l'époque. Début novembre 1971, j'ai eu des raisons de penser que ma maison de San Rafael allait faire l'objet d'une quelconque effraction. J'ai donc fait l'acquisition d'une arme. Et durant les 5 jours de délai légal avant que je puisse entrer en possession de cette arme, c'est-à-dire, je crois, le 17 novembre, j'ai effectivement été cambriolé. En rentrant chez moi, à pied, ayant été contraint d'abandonner la voiture après une panne pour le moins suspecte qui m'avait isolé à des kilomètres de là, j'ai trouvé les portes fracturées, les fenêtres fracassées, les serrures forcées. J'ai constaté la disparition de la plupart de mes affaires. On avait fait sauter mon armoire classeur à l'épreuve du feu, manifestement au moyen d'un explosif type plastique. Tous mes papiers administratifs, tous mes documents bancaires, toutes mes lettres et autres papiers personnels s'étaient envolés. Le plancher n'était qu'un chaos de débris et de parcans d'amiante humide issus de l'armoire classeur, de traces de pas visiblement laissées par des bottes militaires, de mèches de perceuses cassées, de tapis et de serviettes mouillées qu'on avait dû jeter sur l'armoire afin d'amortir le bruit de l'explosion. Mais à part ça, il allait bien. Bien que les lieux aient effectivement été dans cet état, il ne sut jamais pourquoi ni par qui, bien qu'il ait eu un nombre incalculable d'hypothèses. Il était alors fauché, financièrement et matériellement parlant, sans plus aucun but à son existence, et avait accepté la fin de sa misérable vie. Appelé pour une convention de SF à Vancouver, il part y vivre et s'y fait même interner. En 1972, il se sent mieux, a arrêté les drogues, il repart vivre aux USA, mais en Californie cette fois. Il entame une relation, notez les guillemets, conflictuelle avec une femme qu'il n'arrive pas à séduire. Lorsqu'il fait preuve de violence physique, en la giflant, la classe, elle disparaît totalement de sa vie. Pour être honnête, je n'ai trouvé que son nom, Linda Levy, mais je sais pas si elle était consentante ou s'il l'a stalkée, ce qui me semble être plus probable. Et finalement, il rencontre sa 4e femme, Tessa Busby, 18 ans. Plus il vieillit, plus il les prend jeunes. C'est merveilleux. Bientôt, il va les choper à la maternité. Sûrement à la naissance de son 3e enfant, qui sait. Et au passage, il a qualifié Tessa de patiente face à son mari insupportable et parfois même violent. Ça, c'était au XXe siècle. Aujourd'hui, on appelle ça de l'emprise. L'avantage de n'être qu'avec des jeunes filles, c'est qu'elles n'ont aucune expérience des hommes, contrairement aux femmes qui ont son âge, soit 44 ans à ce moment-là. Alors qu'il n'écrit plus depuis au moins 3 ans, c'est surtout en Europe qu'il est reconnu, particulièrement en France, en Angleterre et en Allemagne, ce qui lui permet de gagner de maigres droits d'auteur. C'est durant cette année qu'il se remet à l'écriture. Bien qu'aux USA le succès ne soit pas autant au rendez-vous, sa popularité de l'autre côté de l'Atlantique lui vaut des interviews. Il passe à la radio, à la télé, il est enfin célèbre. Et c'est d'ailleurs en décembre 1972 qu'on lui propose d'adapter au cinéma Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques pour créer Blade Runner, bien que le film ne voit pas le jour avant une décennie complète. 1973 fut une année particulièrement éreintante pour K. Dick. Il découvre le travail d'écriture sans drogue. Son rythme bien plus lent qu'avant, ce qui est normal, le frustre énormément. Il en vient à être nostalgique de sa période junkie. Il est sans cesse tourmenté par sa dépression et ses nombreuses angoisses et sa santé physique lui joue à nouveau des tours. Aussi, son premier fils, Christopher Dick, vient au monde durant l'été. Et il publie enfin « Couler mes larmes », dit le policier, sur lequel il travaille depuis 3 ans. L'année 1974 marque un tournant dans la vie de Philip K. Dick. Un tournant étrange. Pourtant, l'année commence plutôt bien. Son dernier bouquin fait de bonnes ventes, les finances vont mieux, sa famille se porte comme un charme, enfin, ça c'est selon lui. Et bien que ses névroses reprennent un petit peu, particulièrement sa paranoïa en voyant que les auteurs de gauche acclament son bouquin et craignant que les autorités viennent, la CIA, le FBI, on connaît la chanson, finalement, tout va plutôt bien. Et puis en février, il fait l'expérience de visions mystiques, voyant l'univers avec clarté s'étendre devant ses yeux. Le monde et l'existence n'ont plus aucun secret pour lui. Et il nommera cette expérience l'anamnèse. Vision procurée grâce à sa dent.
Et non, c'est toujours pas une blague. Il doit se faire retirer une dent de sagesse qui le fait atrocement souffrir. Après l'opération, on lui prescrit des médocs. Ouais, comme quoi, quand on entend des sabots, on pense pas à un zèbre. D'abord du sodium de pentothal, en plus de l'anesthésique, mais il a développé une résistance aux médicaments. Et ça n'a absolument rien d'étonnant. Perso, entre mes migraines ophtalmiques, mes problèmes de dos chroniques et mes règles douloureuses, je me suis jamais droguée. Pourtant, j'ai développé une résistance aux antidouleurs. Et je suis une petite bite à côté de lui. C'est dire. Et donc, patatras, il a droit à des antalgiques après une année de sobriété qui est foutue au feu sans ménagement. Entre la douleur et le shoot, il a commencé à créer sa propre théorie sur l'histoire de l'humanité, le sens de l'existence humaine et sur les univers parallèles. La drogue, c'est pas bien. Vraiment pas bien. Alors, je vais pas tout vous citer parce que sinon on va en avoir pour la vie des rats, mais, par exemple, ça va être long et compliqué. Il disait que la présidence de Nixon était une superposition temporelle de l'Empire romain qui n'a jamais cessé et que Nixon était capable de percer les différentes couches du temps pour régner à différentes époques. À moins que ce ne soit... attends, j'en étais où plutôt que diverses versions de tyrans qui existaient pour ne représenter qu'un seul et même moment divisé dans plusieurs époques qui seraient calqués sur l'Empire romain dont Nixon serait la figure moderne. À moins que ce ne soit... Non, j'arrête. J'ai rien compris à sa logique. C'est ça, l'anamnèse. C'est la mémoire du passé. Et non, il a rien pompé à Robert Zemeckis s'il est mort avant la sortie de Retour vers le futur. Lol. Il a aussi écrit un bouquin où Nixon est le méchant. Il cite pas Nixon, mais clairement il a dit c'est Nixon. Je trouve ça rigolo. Je vous retrouverai le nom du bouquin. Il est alors, selon ses propres mots, habité par une conscience nouvelle. Thomas. Ou Simon. Ça dépend des jours. Ah non, c'est pas deux consciences, c'est une seule qui change de prénom à l'occasion. Il est persuadé que cette conscience est en lui depuis toujours, mais qu'il n'en ressent la présence qu'à cet instant, ainsi que toutes ses vies antérieures. Il commence même à avoir une voix qui lui parle dans ses rêves. Il est persuadé qu'une lettre va le tuer par courrier, donc il écrit au FBI pour leur montrer allégeance et ne pas mourir. La radio se met à l'insulter alors qu'elle est débranchée. Il installe un hôtel pour y brûler des bougies comme pour invoquer sa religion ou spiritualité. Ouais, il avait complètement pété une durite. Et pourtant, ce n'est que le début! Et il commence à écrire l'exégèse et... Vous êtes pas prêts. Non, vraiment, vous êtes pas prêts. Je ne l'étais pas. L'exégèse est décrite comme explorant, décrivant et analysant ses expériences religieuses et visionnaires, formulant toute une gamme d'hypothèses de nature théologique sur leur origine et leur sens, avec en majorité des dialogues avec lui-même. Un recueil de ses révélations personnelles agrémenté de théories scientifiques vagues et d'ésotérisme où s'affrontent Philip K. Dick et son alter ego, Horselover Fat. Sachez qu'en grec, Philippe veut dire amoureux des chevaux, et qu'en allemand, Dick signifie gros. Traduit en anglais, ça donne Horselover Fat. Bon, ça aurait pu être pire. Il aurait pu s'appeler amoureux des grosses bites de cheval. Ça m'aurait qu'à moitié étonné. Et le bousin fait 8000 pages. Il a aussi fait Siva au même moment, qu'il aurait écrit en suivant ses visions. Mais c'est tellement bateau à côté que bon, c'est anecdotique quoi. Sachez que pour beaucoup, l'exégèse, c'est du pur génie. Le livre qui prouve que K. Dick était un visionnaire de l'écriture de SF et qu'il maîtrisait l'autodérision comme personne. Je l'ai pas lu, donc je me passerai de tout commentaire. J'ai dit, je me passerai de tout commentaire. Cela dit, j'en pense pas moins. Toutes ces manifestations ésotériques seraient dues à un AVC, une épilepsie du lobe temporal gauche, tout bêtement. Mais comme dans Avatar 2 d'ailleurs. Mais on ne peut être sûr de rien. Quoique ça serait rassurant finalement. Mais ne vous inquiétez pas, les visions ont cessé au bout d'1 an. Il y croyait toujours dur comme fer par contre. 1976 signe son 4e divorce. Pourquoi ?
Eh bien, monsieur voulait que Tessa reste à la maison s'occuper de leur fils alors qu'elle souhaitait reprendre ses études. Et elle se plaignait qu'il séduise d'autres femmes. Mais à sa défense, il ne la trompait pas. Il aimait juste plaire. Du moins, c'est ce qu'il disait. Étrangement, j'ai un petit peu du mal à le croire, là, hein. Mais pourquoi on douterait de cet homme? Mais pourquoi? Et vous le voyez venir, hein. Il rencontre une autre femme, dit que Tessa est une horrible épouse et propose à sa nouvelle conquête de quitter sa femme pour elle. Cette femme, Doris Sauter, est atteinte d'un cancer en phase terminale. Et même sachant que son mariage avec Tessa va mal, elle refuse la proposition de Kedic de la quitter pour épouser Doris. Oui, il est comme ça, Philippe. Et juste après ça, il a fait une TS. Sans déconner, hein. Et il a fait à fond, le mec. Il a pris plein de médocs, il s'est enfilé une bouteille de vin cul sec, il s'est ouvert les veines du poignet gauche et il s'est enfermé dans sa Fiat avec le moteur allumé. Tu sais, dans le tout, s'il y a un truc qui rate, les 3 autres vont bien réussir, hein. Raté. Tout a échoué. Le moteur de la voiture est mort, son sang a coagulé, il a vomi et ensuite il a appelé une ambulance. Même sa mort, il l'a foiré. Évidemment, il retourne en HP et une autre révélation vient à lui. En fait, il veut vivre! Il continue de harceler Doris avec ses propositions de mariage qui finit par céder au moins pour vivre avec lui et continue à faire chier sa nouvelle compagne, qui finalement ira vivre seul dans l'appartement d'à côté. Il déménage à Santa Ana puisqu'enfin il a du fric, il n'a plus de dettes et il a des revenus confortables. Et puis avec l'arrivée de Star Wars, la SF se porte vachement bien. Bien sûr, ça ne l'empêche pas de distribuer son argent à ses amis, mais sentant la dépression revenir, il se refait interner. À ce compte, autant avoir une chambre là-bas, hein. Il rencontre une nouvelle femme, Joan Simpson, qui vient vivre chez lui et avec qui il aura une relation purement platonique. Kedic a de quoi profiter de la vie, la savourer, l'apprécier, mais trop de choses dans sa tête l'empêchent d'être épanoui. Il en souffre énormément. Puis la France lui envoya une lettre. « 1977. La France invite Philippe Kedic à la 2e édition du Festival international de science-fiction à Metz, où il tiendra une conférence sur les mondes parallèles et la reprogrammation de notre univers. Elle fut intitulée « If you find this world bad, you should see some of the others ». Si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez en voir quelques autres. Une conférence qui a étonné tout le monde, on va dire. Et encore, on lui a demandé de le réduire de 2/3. Il dira plus tard qu'il avait passé la plus belle semaine de sa vie durant son séjour à Metz. D'ailleurs, il avait amené avec lui Joan. Ah, et pour Doris, posez pas de questions. Donc Joan, qui est malade pendant leur venue en France, Kedic se fera donc un plaisir d'aller draguer de la jeune française. Quel homme! Et à leur retour aux USA, Joan quitte Kedic. Et tout le monde l'a vu venir. 1978, la mère de Philippe, Dorothy, meurt. Mais cela ne l'affectera pas plus que ça, étant toujours très en colère et la tenant responsable de toutes ses névroses. Siva est édité et il passe la majorité de son temps à écrire la suite et l'exégèse. Puis, en 1980, son éditeur parvient à faire publier une de ses nouvelles dans un magazine Playboy, Le Voyage gelé. On en reparlera de cette nouvelle. Puis il termine la suite de Siva, qui n'est pas à proprement parler une suite, mais un lien avec l'exégèse qu'il n'a d'ailleurs toujours pas terminé. Il commence à évoquer la cosmogonie, la gnose, la théophanie, des doctrines religieuses philosophiques, etc. Pris d'une révélation divine, il considère que Dieu le libère de son travail sur l'exégèse. Et il met un point final en novembre 1980. Mais revenons un peu en arrière pour faire un point sur Blade Runner. Début 1980, alors que les droits pour les androïdes reptiles de moutons électriques attendent leur adaptation depuis 1978, Ridley Scott prend les rênes après la mort de son frère et l'abandon de l'adaptation de Dune, tout ça sans que Kedic ne soit tenu au courant de l'avancée du film. Alors qu'en 1979, le film est parti pour se nommer Dangerous Day, l'équipe part finalement sur Blade Runner, qu'on peut traduire par Coureur de l'âme. Ouais, la traduction c'est pas toujours une bonne idée. Kedic découvre le scénario en 1981 et le démonte dans une tribune du Select TV Guide. Il envoie même une copie de sa tribune à la Warner pour être sûr d'être entendu. En fait, il y avait 2 versions du scénar, et il n'en a aimé aucune, disant qu'il n'y retrouvait pas son roman. C'est vrai que j'omets souvent ce détail dans mes analyses d'adaptation, mais une adaptation n'a pas besoin d'être fidèle pour être réussie. Ah si, je vous jure. Il suffit d'avoir compris l'œuvre ou de lui donner un nouveau sens et de le faire bien. C'est tout.
Mais avec l'ego et le caractère de merde de K. Dick, cette réaction n'a rien d'étonnant. Après son caca nerveux, il y a réécriture du scénar par David People. Enfin, Monsieur K. Dick est satisfait. Vraiment cette réaction d'enfant, quoi. Alors je veux bien que tu n'aimes pas l'adaptation de ton bouquin, ça l'a fait à Stephen King pour Shining. Sauf qu'une fois que les droits sont achetés, tu fermes ta gueule, parce que t'étais bien content de le ramasser ton fric, connard. Ou sinon, fallait pas vendre les droits du livre. Ou alors fallait signer un contrat pour être co-auteur du film. Là, ton caca boudin, il aurait été légitime. Ou plus simplement, t'en parles à l'équipe de réalisation. Et s'il t'écoute pas, ben tu fermes quand même ta gueule parce que c'est plus ton œuvre. Le mec a 2 doigts de pisser sur la VHS au moment de sa sortie en disant « Eh, c'est moi qui l'ai fait !» Alors que clairement, non. L'adaptation n'appartient qu'à l'équipe de réalisation, pas à l'auteur. C'est comme si tu disais que tes enfants t'appartenaient et que ce qu'ils font a un impact direct sur toi et qu'ils ne doivent vivre que pour toi. Alors que ce sont des êtres indépendants et autonomes. Je sais qu'il y a des parents comme ça. J'ai un père qui a voulu réaliser ses rêves ratés à travers moi. Un éditeur le contacte pour écrire un roman de littérature blanche, La Transmigration de Timothy Archer, qui sera son tout dernier livre. Il devait aussi écrire un roman de SF, The Owl in Daylight. Ouais, vas-y, Google Trad, dis-le à ma place, je suis vraiment trop nulle en anglais. The Owl in Daylight. Merci Google Trad. Il mourra avant de l'écrire. Et quelques mois avant sa mort, il eut une ultime révélation. Oh putain, encore une. Le Christ réincarné est sur Terre. Il s'appelle Tagore, il est hindou et est considéré comme le Seigneur Krishna par son peuple. Il est malheureusement mourant. Il va donc écrire à 85 mecs qui s'appellent Tagore en Inde. Je peux même pas faire de blague là-dessus. En septembre, Philip K. Dick est invité à venir voir le montage final de Blade Runner. Il demandera même à le voir une deuxième fois. Il a alors déclaré « Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être? Ce ne sont pas les images précises, mais c'est la texture et le son des images qui se formaient dans ma tête lorsque j'écrivais le livre. L'impact de Blade Runner va être écrasant. » Alors qu'au moment de sa sortie, il a complètement floppé. C'est sur la durée qu'il a obtenu son statut de film culte. Donc il avait quand même un peu raison, oui. Le 17 février 1982, il appelle son médecin, lui disant qu'il a des troubles de la vue. Ne suivant pas ses conseils, il reste chez lui au lieu d'aller à l'hôpital. Il est retrouvé inconscient le lendemain matin. Selon les médecins, il a souffert d'un autre AVC. Il est désormais incapable de parler et sa santé décline extrêmement vite. Il fait plusieurs attaques durant les 2 semaines qui suivent. Philip K. Dick est déclaré mort le 2 mars 1982, quelques jours avant la sortie de Blade Runner au cinéma. Il sera enterré dans le Colorado à côté de sa sœur Jane dans une tombe double. Son ami Paul Williams parviendra à faire publier les derniers écrits de Philip K. Dick et a même conservé l'exégèse pendant plus de 10 ans dans son garage. Les 91 classeurs. Fou l'enculé. Toutes les œuvres de K. Dick ont une part de fiction, bien sûr, mais comportent aussi une base autobiographique ou reflétant une réalité politique, voire les deux. Globalement, sa méthodologie d'écriture n'a pas évolué depuis ses balbutiements. Il pense l'histoire, y insère ses personnages, y ajoute l'intrigue, il intègre des schémas pour imager son propos, allant de la minutie maladive jusqu'à en oublier ses notes, les fondations, pour construire par-dessus le bâtiment. Cependant, en découvrant certains auteurs français, il prend conscience de l'importance du cadre, mais surtout du point de vue des personnages, du point de vue omniscient du narrateur. Il se sent expert dans l'écriture de nouvelles, mais quand il passe au roman, il se rend compte que le travail d'écriture n'est pas le même sur de nombreux points. Son écriture y voit une évolution constante pour les romans, et particulièrement pour le réalisme de ses personnages. Il a souvent évoqué Van Gogh comme étant une de ses inspirations, l'ayant d'ailleurs rencontré plus tard. Il a un jour déclaré « C'est mon héros, aussi bien en tant qu'écrivain qu'en tant que personne. » Pendant son écriture de Loterie solaire, il apprend la maîtrise de la satire sociale. Le monde est rempli de menteurs et de tricheurs, là où la priorité devrait être la quête de la vérité. Déceler le vrai dans un monde factice et mensonger. Il savait très bien de quoi il parlait, étant donné que c'était un menteur pathologique. C'est ironique, ça, dis donc.
You are fake news. Sir, go ahead. Can you state? Encore aujourd'hui, Philip K. Dick est très présent dans presque toutes les formes d'art de science-fiction. La littérature bien sûr, mais aussi le cinéma et même dans des arts plus graphiques. Il a grandement influencé la SF moderne et est d'ailleurs considéré comme un avant-gardiste, puisque Blade Runner est une forme de cyberpunk, pourtant écrit une bonne dizaine d'années avant la création du genre, étant classé comme l'un de ses fondateurs parmi d'autres auteurs moins connus aujourd'hui. Et parmi tous ces bouquins adaptés au cinéma, et il y en a beaucoup, l'adaptation de Ubik est en cours depuis quelques années maintenant. Est-ce que ça va aboutir ? Seul le temps nous le dira, mais j'ai la certitude que ces œuvres continueront d'être adaptées et continueront d'être source d'inspiration. Pour les gamers, dites-vous que sans Philip K. Dick, vous n'auriez peut-être pas eu la série des cyberpunk, du moins pas sous sa forme actuelle, ni les Final Fantasy qui se sont grandement inspirés du genre, ou même Deus Ex, et bien d'autres. Je ne parle même pas des innombrables mangas, BD, films, etc. Et s'il n'y avait que le cyberpunk, j'en parle parce que j'adore le concept. Et je sais que c'est que dans le jeu vidéo, mais j'adore le concept de Sharkudoc. C'est gore parlant original, je surkiffe putain. Mais sans K. Dick, pas de Inception, pas de Existence, pas de Black Mirror, pas de Shutter Island, pas de Matrix, et j'en passe. Certains artistes ont été profondément marqués par son œuvre, comme David Cronenberg, William Gibson, Terry Gilliam, les sœurs Wachowski. Je suis désolée, je suis dyslexique, j'arrive pas à dire leur nom. Les sœurs Matrix. On a compris, hein, elles ont fait plein d'autres trucs super cool, mais je vais les appeler les sœurs Matrix parce que je n'arrive pas à prononcer leur nom. Même Code Lyoko lui rend hommage. Code Lyoko. Eh ouais, les enfants, ils sont dans le pensionnat K. Dick. Eh ouais. Subtil. Et voilà, on en a terminé avec Philip K. Dick. Honnêtement, c'est un auteur qui m'a jamais vraiment attiré, pourtant je bouffe de la SF depuis que je suis gamine, et j'ai toujours adoré ça. Évidemment, je le connaissais, hein, son nom, son œuvre, les adaptations, mais je commence tout juste à m'intéresser à sa littérature. J'ai déjà lu Le Voyage gelé, j'ai commandé Total Recall, attends, j'ai acheté quoi, ils sont là-haut ? J'ai acheté Ubik, Blade Runner, j'ai aussi acheté Substance Mort qui m'a l'air bien cool, un petit côté... j'ai l'impression que c'est un mélange entre Fight Club et Blade Runner. Je me trompe peut-être, hein, mais il y a le côté très schizophrénique du futur, tout ça. Écoutez, je vous dirai ce que ça donne, en tout cas ça m'a l'air bien cool, vraiment je l'ai reçu il y a 2 jours, faut que je commence à le lire. Enfin, il y a 2 jours au moment où je tourne, pas au moment où je publie cette vidéo. Le temps que je publie, je vous aurais déjà donné mon avis. D'ailleurs, si j'ai déjà lu à ce moment-là, vous allez avoir mon avis là. Je vous laisse mettre pause ainsi à mon avis. Et s'il n'y a pas mon avis, je vais sûrement écrire de la merde. Pour l'instant, sa plume me transcende pas, c'est plutôt les thématiques et la façon dont il les traite qui sont super intéressantes jusqu'à maintenant. Puisque j'ai commencé à lire Ubik, faut que je le finisse aussi. J'espère vous avoir appris quelques trucs sur lui et qui sait, vous avoir donné envie de découvrir les adaptations ou ses écrits. Par contre, c'était vraiment un gros coup. Tu trouvais ton ex toxique ? Lis l'histoire de Philip K. Dick, je te jure, ça va te faire relativiser de fou. Bon, ça veut pas dire que ton ex n'est pas toxique, hein. Moi, je trouve que, niveau toxicité, ça va, hein. Je pensais être bien, mais en fait, ça va. Mon mec aurait pu me faire interner. Bon, il m'a largué comme une grosse merde après m'avoir pris pour une conne pendant je sais pas combien de temps. Mais il ne m'a pas fait interner.